Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision et du canal local et chers auditeurs de FM+, 88.9, bonsoir et bienvenue dans cette émission Conversation, une émission que nous n'avions pas annoncée puisque aujourd'hui, à cette heure-là, mercredi à 20h30, vous deviez normalement avoir avec vous le professeur Michalon et son émission psychiatrique. Mais il nous paraît important de recevoir aujourd'hui Garcin Malsa. Garcin Malsa qui est maire de la commune de Sainte-Anne et qui est également conseiller général de cette ville. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes également président du Modémas. Je suis président du Modémas et je suis président du Mouvement international pour la réparation, le MIR. D'accord. Modémas, ça veut dire quoi? Modémas, c'est le mouvement des démocrates, des écologistes pour une Martinique souveraine. Ça fait quelques années que le Modémas est né. Le Modémas est né d'une fusion de nationalistes martiniquais, de souverainistes et puis d'écologistes. Et nous avons cru comprendre que le peuple martiniquais avait besoin de ce mariage entre les souverainistes et les écologistes. Et je crois que c'est une très bonne chose pour le pays. Quelle est votre implication dans... Quelle différence il y a entre souverainiste et indépendantiste? Bien, et le souverainiste, c'est celui qui est profondément indépendantiste, mais qui dépasse le cadre de son territoire et qui mesure que l'indépendance, pour qu'elle soit bien implantée, bien forte, il faut qu'elle déborde le cadre du territoire, le cadre du local. Et c'est pourquoi nous avons pensé que le vrai souverainiste est celui qui articule la pensée du pays, la pensée de ce peuple, avec tout ce qui existe dans le monde. Et nous avons même dit que la Martinique de demain, c'est une Martinique qui doit être métanationale. Ça veut dire que c'est une Martinique qui doit dépasser le cadre de sa nation, comprendre ce qui se passe dans la Caraïbe, comprendre ce qui se passe dans la sphère américaine et comprendre ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, c'est une dynamique très liée à tout ce qui est l'écologie, puisque l'écologie, par essence même, part du local pour englober tout ce qui est planétaire. Quel rapport il y a entre le Modémas et la SOPAMA? Eh bien, les membres du Modémas sont, puisque nous sommes des écologistes, profondément ancrés dans la dynamique écologique. Et par conséquent, la vraie association d'écologistes qui existe dans ce pays, c'est la SOPAMA. Donc nous sommes liés à la SOPAMA. D'ailleurs, je suis fondateur de la SOPAMA, on le sait, et par conséquent, je crois que c'est une très bonne chose aussi pour le pays. Ceci étant, la SOPAMA reste et demeure une association qui peut englober aussi bien ceux qui sont souverainistes et ceux qui ne sont pas souverainistes. Dès lors qu'on se prétend défenseur non seulement du patrimoine naturel martiniquais, mais de la Martinique tout entière, eh bien, je crois qu'effectivement, il y a de quoi être fier d'appartenir à la SOPAMA. Vous êtes souverainiste, mais disons rapidement indépendantiste. Je suis indépendantiste. Vous êtes indépendantiste. J'ai été élu en 1988, conseiller général, comme indépendantiste. J'ai été élu en 1989, maire indépendantiste, et je suis fier de l'être. D'accord. Donc, il y a le PALIMA qui est indépendantiste aussi, il y a le CNCP qui est indépendantiste aussi, il y a le MIM qui est indépendantiste aussi. Est-ce qu'il y a une structure qui fédère tous ces mouvements indépendantistes? Sinon, pourquoi elle n'existe pas? Et qu'est-ce qui vous sépare, par exemple, du MIM? Il n'y a pas, malheureusement, de structure qui fédère. Nous avons tenté à un moment donné, je crois que c'était en 1998, avec les indépendantistes de Martinique, mais au-delà avec les indépendantistes de Guadeloupe, de Guyane, parce que personnellement, je crois que si nous voulons lutter contre le colonialisme qui existe et qui persiste aujourd'hui, le colonialisme français, il faut absolument que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais se donnent la main. Et nous avons malheureusement à l'époque échoué. Il y a toujours des tentatives. Et ce qui différencie, par exemple, le Modémas du MIM, du PALIMA et même du CNCP, c'est que, je disais tout à l'heure, nos actions sont profondément
des actions liées à la dynamique écologique. Ça veut dire que nous estimons qu'il faut que le vivant soit au cœur de nos actions. Je dis bien le vivant, aussi bien les êtres humains que tous les êtres vivants. Par exemple, lorsque nous parlons de la mangrove dans le développement, nous prenons en compte que la mangrove fait partie de notre existence. Et de ce point de vue, quand nous parlons d'aménagement, nous devons prendre en compte la mangrove. Nous ne sommes pas sûrs que les autres organisations indépendantistes aient cette vision des choses. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'écologie ou la passion du vivant », où l'accent est mis fondamentalement sur l'existence du vivant dans le développement et dans le ménagement du pays. La deuxième chose, je crois que nous pensons, d'ailleurs c'est ce que j'essaie d'appliquer à Sainte-Anne, que pour se projeter dans l'avenir, il faut être fier de son passé, il faut comprendre son passé, il faut s'ancrer dans son identité. Et pour cela, nous avons très tôt compris que ce qui forge l'identité, ce qui exprime l'identité ailleurs, c'est le fait que nous devons avoir un drapeau. Très tôt, nous avons milité pour que la Martinique ait son drapeau. Et il existe aujourd'hui, d'ailleurs les derniers événements l'ont montré, la mort de Césaire l'a démontré, un drapeau martiniquais qui est un drapeau aux couleurs que nous connaissons, 3 couleurs, la couleur rouge, la couleur verte, la couleur noire. Donc nous avons toujours milité pour ça. Et puis la troisième chose, je pense que c'est très important, nous sommes profondément porteurs d'une démocratie qui n'est pas seulement la démocratie représentative, ce que nous appelons la démocratie contractuelle et que nous transformons très vite en démocratie participative. D'ailleurs, c'est ce que nous appliquons dans la ville de Sainte-Anne depuis 20 ans. Depuis 20 ans, nous sommes dans l'exercice de la démocratie participative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans cesse, nous mettons en place des forums. Nous voulons échanger avec nos administrés, avec les populations des quartiers, comprendre ce qui se passe, quitte à montrer nos faiblesses, mais trouver effectivement des énergies, des forces dans le peuple. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est cette démocratie participative que nous avons manipulée tant bien que mal depuis quelques années, mais qui nous a amenés à mettre en place dans la ville de Sainte-Anne ce que nous appelons un projet de territoire qui est lié à l'écologie et c'est lié au développement durable et solidaire. Je voulais vous dire pourquoi je vous invite. Là, vous avez dressé un petit peu le tableau de qui vous êtes à travers vos appartenances à un certain nombre de mouvements, mais c'est à cause des événements du 5 février, enfin de ce que nous venons de vivre. On vous a beaucoup vu dans les rues, on vous a vu partout. Moi, je vous ai vu assis, debout, je vous ai vu à la maison des syndicats, je vous ai vu marcher beaucoup. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement impliqué physiquement, personnellement dans ce mouvement-là? Parce que vous auriez pu vous y impliquer, mais pas tous les jours comme ça, comme si vous étiez un militant de base, quoi. Eh bien, premièrement, je crois qu'il est de ma nature d'être militant et je serai un éternel militant. Je l'ai toujours dit aux administrés de Sainte-Anne, à mes amis, je suis avant tout un militant. Et ça, effectivement, je ne veux pas laisser ma casquette de militant. Je pense que c'est très important pour moi. Il m'appartenait de me trouver là où les battements se faisaient, là où la rue parlait, là où ça grondait, pour mieux comprendre à la fois les misères et les souffrances. Et je crois que j'ai compris et je suis sorti très très fort de ce qui s'est passé pendant ce mois et demi. Effectivement, pendant un mois et demi, j'étais à côté de ceux qui étaient dans les rues, j'essayais de comprendre. Et je mesurais dans le même temps ce qui se passait dans les coulisses, ce qui se disait, puisqu'on me racontait
me disait et ce qui s'était passé dans les différentes réunions. Donc j'essayais de faire l'articulation entre les deux pour sentir comment faire en sorte que ce mouvement puisse se mener à bien. Et fort heureusement, le mouvement qui a mal démarré, bien, s'est conduit, de mon point de vue, et très bien, puisque j'estime qu'il y en a eu un processus révolutionnaire marqué par deux temps forts. Un premier temps, toute la période qui va du 5 janvier au 5 mars, qui est, de mon point de vue, cette période où les souffrances s'expriment dans les rues, où les misères s'expriment dans les rues, d'abord de façon dispersée et puis très fortement collective. Mais ces souffrances et misères se trouvent encadrées par des mots d'ordre très forts. Pays, c'est à nous, pays pas taillot, en bande profiter, voler, il faut que nous mettions au déo. Un mot d'ordre, voilà un mot d'ordre fort. Un autre mot d'ordre, eh bien, c'est devant nous aller, c'est pour la victoire nous aller. C'est quand même fort. Voilà un peuple, eh bien, dont on disait qu'il était presque moribond, et puis qui positive, qui dit c'est devant nous aller, c'est pour la victoire nous aller. Et puis, bien sûr, il y a les aspects de salaire, il y a les aspects de vie chère qui sont exprimés, mais à travers toute cette période, on voit bien qu'il y a une montée en puissance bien, du génie du peuple et de l'identité très forte qui est marquée et d'un profond changement, d'une profonde volonté de changement. Je pense que c'est très important. La deuxième période, c'est le 6, à partir du 6 mars. Le 6 mars se déclenche quelque chose eh bien, d'extraordinaire dans ce peuple. Pour la première fois de son histoire, ceux des profiteurs que l'on connaît très bien et qui se trouvent plus particulièrement dans la caste béquée, qui toujours eh bien, utilisent avec la complicité de l'État les moments de faiblesse, les moments cruciaux, j'allais dire les moments névralgiques pour intervenir et pour frapper fort, pour tuer quelquefois et pour dire voilà, nous sommes les maîtres. Eh bien, ont tenté de faire la même chose. D'ailleurs, c'est si fort. Ils étaient si bien organisés, comme toujours. Ils sont venus avec des tracteurs, ils sont venus avec des engins très forts, des camions. C'est-à-dire qu'ils ont transformé ces tracteurs, ces camions en engins de guerre pour foncer dans la rue, pour foncer effectivement sur le peuple. Le peuple très fort, très fier. Et ça, effectivement, on reconnaît la violence fanonienne qui se manifeste, cette violence tourmentée qui était dans les premiers temps, circulaire qui était dans le premier temps, étudiant qui tira sous l'autre, frère qui tira sous frère, cousin qui tira sous cousin, matiniché qui tira sous matiniché, bien cette violence tourmentée circulaire s'est transformée en une violence orientée, en une violence cible, en une violence révolutionnaire. Ça, c'est très très fort. Et cette violence révolutionnaire a été portée par tout le monde, et plus particulièrement par les femmes et les jeunes. Ça, c'est caractéristique. Et cette violence, eh bien, j'allais dire, et cette violence, en même temps, profondément humaniste, parce que pas ni mort, pas ni rien, c'est pas ni mort, eh bien, c'est transformé, c'est petit à petit en force pour le peuple. Et le peuple s'est senti très très fort. Toute ma dignité de comprendre Barita qui était passé là. Et ce qui est encore caractéristique dans cette deuxième partie, c'est le fait que, eh bien, à un moment donné, lorsque les gardes mobiles sont venus tirer, plus particulièrement à la maison des syndicats, où se trouvaient deux élus, celle de Simi et moi-même, et beaucoup de journalistes, puisque vous étiez là, Roland Laouché, eh bien, ce qui s'est passé, on a vu les femmes et les jeunes, plus particulièrement, les mains levées, les mains nues, aller affronter ces gens armés pour leur dire, nous pas armés, les autres armés, c'est pour la victoire nous allons aller. Nous pas armés, les autres armés, c'est pour la victoire nous allons aller. Et ces gardes mobiles qui reculaient. On ne voit ça que dans les mouvements révolutionnaires très très profonds. Et c'est pourquoi je dis que c'est un mouvement profondément révolutionnaire. Et puis la troisième phase, eh bien, nous sommes dans cette troisième phase. Nous devons préparer eh bien, les changements profonds. Nous devons réfléchir sur ce qui s'est passé. Nous devons non pas nous opposer au collectif, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Nous devons chercher à mieux voir pour, de mon point de vue, mener ce combat beaucoup plus loin. Mais il ne peut
aller beaucoup plus loin que s'il y a unité, que s'il y a débat au sein du peuple, que s'il y a effectivement compréhension, échange à tous les niveaux. Je pense que c'est possible de mon point de vue et nous sommes dans cette voie-là. Et d'ailleurs, je dois féliciter, et ce n'est pas l'habitude moi, KMT, eh bien, pour sa participation sans faille à tous les niveaux. Il nous manquait, et à un moment donné, tout à fait au début, bien, une force médiatique. Eh bien, KMT est venu à temps pour permettre au peuple, pour permettre aux Martiniquais de bien comprendre ce qui se passait à cette époque. Et je crois qu'effectivement, bien, KMT a joué son rôle de média martiniquais, et j'en suis fier. Et je le dis tout. C'est pas parce qu'on a trouvé comme moi ici, hein, qu'on est très bien on a pensé de. Merci. Merci de le dire. Merci de le dire. Quand même. Donc, mais ça m'empêchera pas. Ça m'empêchera. Alors, Roland Larcher disait quelque chose. J'étais assis, j'étais debout, mais jamais je n'étais couché. Jamais je n'étais couché. Je vous ai vu lorsqu'il était question que les gardes mobiles envahissent la maison des syndicats et tout ça. Là, effectivement, il y avait c'était mais j'avais pressenti ce mouvement. Oui. Je l'avais dit dans une assemblée plénière, la dernière assemblée plénière du 22 janvier, si mes souvenirs sont exacts, et je disais à mes collègues de faire très très attention. Nous sommes en train de nous chamailler, nous sommes en train de faire des discussions byzantines, nous sommes en train de chercher des postes là où ces postes ne se trouvent même pas. Le peuple est en avance par rapport à nous. C'était ma dernière déclaration avant ce mouvement. Et la veille du mouvement, je disais aux élus de Sainte-Anne, dans un bureau municipal, il faut absolument que nous nous préparions parce que nous aurions un mouvement populaire très fort. Et ça n'a pas manqué. Bien. Garcin Malsa, vous avez dit que vous êtes un militant et que vous souhaitez le rester. Oui. Toute votre vie. Oui, je suis militant. Est-ce que vous avez un certain âge et vous avez donc des étapes dans votre vie? Oui. Forcément, comme tout le monde. Forcément. Comme tout le monde. Est-ce que vous ne ressentez pas que les missions que l'on a, en fonction des étapes que l'on vit soi-même et des étapes de son peuple, que ces missions peuvent être différentes? Je veux dire, est-ce qu'il ne vous paraît pas parfois qu'aujourd'hui, votre rôle peut ne pas forcément d'être dans la rue, de faire tous ces mouvements-là que vous faites, pour faire autre chose, pour militer de façon différente? Est-ce que le militantisme que vous pratiquez là, et que vous pratiquiez déjà à 20 ans, à 23, 24 ans, 25 ans, est-ce qu'il doit être encore le même? C'est ma question. J'ai compris très très bien, mais je ne fais pas de dichotomie. Bien. Il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a pas d'un côté le militant Garcin Malsa, militant de la cause du peuple, et puis le gestionnaire de la ville de Sainte-Anne, je vais même plus loin, le gestionnaire au sein même du conseil général. On connaît ma position. Je suis gestionnaire de la ville de Sainte-Anne, c'est vrai, j'applique profondément mes convictions en expliquant à la population de Sainte-Anne quelles sont ces convictions-là. Eh bien, à aucun moment, je ne sens pas que je laisse de côté ma force militante pour donner la priorité à la force de gestionnaire. J'essaie de faire en sorte que les deux aillent de pair. C'est ça qui en tout cas, qui me caractérise. Est-ce que la ville de Sainte-Anne a eu des problèmes récemment de gestion? Ah oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, nous n'avons pas manqué de le dire. Par transparence totale, et c'est ce qui nous caractérise, puisque nous jouons le jeu de la démocratie participative. Non seulement nous n'avons de cesse de dire à la population de Sainte-Anne que nous sommes dans une situation de gestion très dure, puisque nous devons marier ce que j'appelle le développement durable dans un contexte où la structure même du budget ne répond pas au développement durable, à un développement très très fort, de telle sorte que le bien-être de la population de Sainte-Anne soit amélioré de mieux en mieux. Donc,
Ça, c'est pour les Saint-Anais. Et d'autre part, quand nous avons eu des contrôles de la Chambre régionale des comptes, eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné, les juges m'ont demandé de faire en sorte qu'il y ait quelques agents qui travaillent dans la ville de Sainte-Anne qui soient licenciés. J'ai répondu que non, parce que j'étais dans une dynamique de développement durable. Non seulement j'avais besoin de ces agents-là, j'étais en train de les former, parce que pour le futur, mais en plus de ça, eh bien, ce qui importe pour moi, c'est de faire en sorte que les Saint-Anais cherchent et trouvent à travailler chez eux de mieux en mieux, quand bien même la situation est difficile. Et j'ai pris sur moi la responsabilité politique de couvrir un certain nombre de commerçants, sinon presque tous les commerçants qui avaient des dettes vis-à-vis de Sainte-Anne, pour faire en sorte que la ville de Sainte-Anne avance. Et nous avions raison. Nous avions raison. Aujourd'hui, bon, la ville de Sainte-Anne est sans doute parmi celles qui n'ont pas de problème, ou on peut très peu de problèmes au niveau budgétaire, puisque nous sommes sortis dans cette dynamique, dans cette problématique, pour nous trouver dans des jours meilleurs. D'ailleurs, nos adversaires sont embarrassés. Ils ne trouvent plus quoi dire et quoi faire. Puisque... Donc ça va mieux maintenant pour Sainte-Anne. Ah oui, absolument. Non seulement ça va mieux, je crois qu'au niveau même de ce que nous avons produit intellectuellement et de ce que nous avons produit dans les actions, eh bien je crois que la ville de Sainte-Anne est en train de respirer, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, la ville de Sainte-Anne est devenue un exemple en matière de développement durable, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on marie la protection de la nature, non seulement de la nature, de tout, y compris des êtres vivants. Donc vous avez raison en ce sens-là, puisque les êtres vivants, y compris l'homme, font partie de la nature, et ce qu'on appelle effectivement le développement économique. Et je peux prendre un exemple. L'exemple que j'aime prendre, c'est celui qui repose sur l'agriculture. L'agriculture, puisque effectivement c'est la mère de tout. Figurez-vous qu'aujourd'hui, toutes les terres agricoles de Sainte-Anne ont été protégées par les pesticides contenant du chlordécone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à Sainte-Anne, ceux qui plantent des patates douces n'ont aucune crainte à manger ces patates douces. Ceux qui plantent du manioc n'ont aucune crainte à manger de la farine sortant de ce manioc. Ceux qui vont planter de l'igname n'auront aucune crainte. Parce que tout simplement, nous avons assuré à cette terre agricole une santé. Et cette santé se répercute au niveau de la santé des êtres vivants, y compris de nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, c'est en 1996, il était question de mettre 800 hectares de terre, de bananes à Sainte-Anne. Nous avons refusé. Alors que ces promoteurs de la banane, que je n'ose pas nommer ici, avaient l'appui de la direction de l'agriculture. Pourquoi vous n'osez pas les nommer? Mais je peux les nommer, ça n'a pas de sens. Mais effectivement, ce sont les mêmes qui sont des promoteurs de la banane, on les connaît très bien. Bon, de toutes les façons, nous avons non pas résisté, mais nous avons déjoué ce plan et nous avions eu raison de déjouer ce plan. Ça, c'est un premier exemple. C'est-à-dire, pendant que nous protégeons, eh bien, nous enrichissons nos terres agricoles. Les terres agricoles de Sainte-Anne sont les terres les plus riches aujourd'hui, parce que ce sont des terres qui sont saines. Deuxième exemple, eh bien, les commerçants de Sainte-Anne. Il n'existe pas à Sainte-Anne de grandes surfaces pouvant éliminer les petits commerces. C'est une volonté politique, c'est un choix, parce que c'est en liaison avec le développement durable et solidaire. On ne peut pas faire du développement durable et solidaire en éliminant les petits, en privilégiant les gros, alors que l'on sait très très bien, plus on est gros, plus on a cette capacité, cette boulimie, eh bien, de phagocyter les autres, de détruire les autres. Et en détruisant les petits, on détruit le lien social, c'est très très important, le lien social,
On détruit le fait qu'effectivement, nous pouvons arriver dans une boutique, arriver dans un petit commerce, mais discuter entre nous, échanger entre nous, nous dire bonjour et développer des relations d'amitié, des relations de solidarité, comme ça se faisait dans le temps, et permettre en même temps, dans les petits commerces qui existent, eh bien, de la richesse. Il est connu aujourd'hui que ce sont les petites entreprises et les moyennes entreprises qui sont les plus grosses fournisseuses, pourvoyeuses d'emplois. Et ça, c'est d'emplois durables. Et donc, c'est très important. D'ailleurs, voilà ces deux exemples-là. Il n'y a pas de McDo, par exemple. Pas de McDo. C'est bien ce que justement, j'allais vous dire ça. Oui. C'est pas très important. Les gens de Sainte-Anne, ils vont au Marin, puis voilà. Non, c'est pas ça. Comment C'est que lorsque les gens de Fort-de-France, plutôt, vont venir à Sainte-Anne, eh bien, ils seront très contents de voir qu'il n'y a pas de McDo, très contents de voir qu'il n'y a pas de grande surface où ils s'ennuient en général, où ils vont avec leur caddie, bien, mettez en lot marchandises, parce qu'ils sont tellement omnibulés et pris prisonniers plutôt par les flashs, les publicités. Ils ne voient que les publicités, et cependant, ils sont en train de mettre dans leur caddie un tas de marchandises dont ils n'ont pas besoin finalement, et ils ont attrapé mal caddie. Ils ont attrapé mal caddie, parce que caddie a venu trop lourd, mal caddie en tête, parce qu'il est malade. Mal caddie parce que, effectivement, leur portefeuille même, la carte, qu'ils vont donner la carte bleue, ouais. La carte bleue, qu'ils vont donner, cette carte bleue est très souvent dépourvue de fric, et ils sont malades à la fin. C'est pourquoi nous arrivons à nous endetter de plus en plus. Je dis aux gens de faire très très attention quand ils vont dans ces grandes surfaces-là. Ce n'est pas l'avenir du pays. Ce n'est pas l'avenir du pays. D'accord. La Martinique... Je pourrais donner d'autres exemples. Le littoral de Sainte-Anne, c'est un littoral qui est fortement protégé. Les îlets de Sainte-Anne, il y en a 13. Eh bien, aucun îlet de Sainte-Anne ne possède de construction. C'est une volonté politique. Et pourtant, il y avait effectivement à l'époque beaucoup de gens qui voulaient s'y installer. La Martinique, en droit international, est une terre française. Oui. Et puis, les Békis ont des terres en Martinique. Oui. Alors, votre politique, vous, c'est de dire deux choses. La première, c'est que il faut prendre la terre des Békis et la restituer aux Martiniquais. Je me trompe? Non. C'est vrai, ça? C'est pas Tabétier. Il faut prendre la terre des Békis. C'est pas Tabétier. C'est pas Taillot. Donc, c'est pas... Attendez. Il faut restituer toutes les terres. Ce pays appartient à la France. Ce pays appartient effectivement... Ce pays est administrativement géré par la France. Et administrativement géré par la France. Mais internationalement, au niveau des traités internationaux... Il y a une violation internationale des articles de l'ONU qui dit que tout peuple a droit à son autodétermination. Et l'autodétermination, in fine, c'est l'indépendance. Or, la France a signé cette clause de l'ONU. Ce qui veut dire que la France est en violation permanente avec effectivement cette clause de l'ONU. Donc c'est dangereux. Bon. Et donc c'est pourquoi nous devons militer pour que la France respecte ce qu'elle a signé. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et par conséquent nous avons droit à l'autodétermination en tant que peuple. Est-ce que les Békis sont propriétaires de terres? Sont propriétaires. Le droit de propriété est un droit très protégé dans les civilisations où nous sommes là. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous vendez une bonne partie de la Martinique à les Américains, par exemple, et que quelque chose se passe, eh bien, les marines américains peuvent même descendre en Martinique pour faire respecter ce droit de propriété de leurs ressortissants. Ça va jusque-là, tellement le droit de propriété pour les Occidentaux est un droit fondamental. Bien. Donc, le combat que vous menez est quand même d'exproprier ces béquets-là du droit de propriété qu'ils ont aujourd'hui. Combat difficile. Oui. C'est vraiment ça votre combat? Oui, il faut absolument restituer la terre aux Martiniquais. J'estime que la terre qui a permis aux Békés de bâtir leur empire, et plus particulièrement leur empire financier, eh bien cette terre doit revenir aux Martiniquais. Alors, et ça suffit. Juste 2 secondes. Oui. Donc c'est ça votre combat? C'est une partie de mon combat et c'est l'essentiel de mon combat. C'est l'essentiel du combat aujourd'hui. La restitution. Parce que sans terre,
eh bien, on ne peut pas faire un développement cohérent. Cela s'est démontré. Les maires, quand ils ont besoin de faire une école, quand ils ont besoin effectivement de bâtir un terrain de football, quand ils ont besoin de faire évoluer leur commune, ils sont obligés de trouver de la terre. Et ils sont obligés de quémander de la terre au béquet, qui leur font en permanence du chantage. Par exemple, déclasser 22 hectares à moins, en cabane pour communant en hectares ou 2 hectares. C'est du mépris, nous sommes dans l'éternel mépris, l'éternelle arrogance, et ça suffit. Il faut que les Martiniquais comprennent. Vous êtes maire et conseiller général. Bon, oui. Vous êtes dans une région de Martinique où il y a beaucoup de terres, hein, de béquets, où les béquets sont très propriétaires là. Ils sont propriétaires partout, mais là ils le sont aussi. Bon. Quelle est votre expérience avec eux? Est-ce que c'est ce que vous venez de nous dire là? Ou bien est-ce que vous êtes arrivé d'exproprier des gens? Comment vous faites? Oui. Alors, j'ai beaucoup d'expérience. Et face au béquet, je peux dire face au béquet. Et je vais en prendre 2, 3, concernant effectivement les terres. La première, c'est que lorsque j'arrive en 1989, je suis maire de Sainte-Anne, j'avais fait ma campagne de façon claire et nette sur le fait qu'il ne faudrait pas avoir d'extension d'hôtels sur Sainte-Anne. C'est la première chose. La deuxième chose, que le tourisme devrait être un tourisme graduel, concerté et intégré. Graduel, ça veut dire que si on a des hôtels, il faut absolument les remplir avant. Concerté, il faut que tout ça se fasse en concertation avec la population et intégré, effectivement, ne pas faire n'importe quoi dans le milieu naturel. J'avais indiqué aussi qu'il fallait protéger tout ce que nous avons comme zone humide, la mangrove, l'étang des Salines, pour ne citer que cela. Et bien sûr, le littoral, qui fait partie des zones humides, et toute la bande des 300 mètres. Donc c'est... Alors, et j'avais indiqué que, de plus en plus, que les Saint-Annais devaient prendre en charge leur destinée. Et en 1989, il y a un promoteur qui avait déjà construit 2 tranches à Belfond, c'est le Belfond que nous connaissons actuellement, et qui avait un permis de lotir pour construire une 3e tranche. La fameuse 3e tranche. Cette 3e tranche s'étendait sur pratiquement 7 hectares ou peut-être un peu plus. Il se trouvait à proximité de la départementale 9 qui rentre à Sainte-Anne, là où se trouve la station Shell. Eh bien, j'ai tenu compte de ce que j'avais dit à la population. Et j'ai dit au promoteur qu'il n'était plus question que le permis de lotir qu'il avait lui donne la possibilité de construire à cet endroit-là. Bien sûr, je me trouvais en contravention avec la loi, puisqu'il avait son permis de construire. Mais j'exerçais en même temps la légitimité pour laquelle la population de Sainte-Anne m'avait installé. Alors quand il est venu me trouver pour me dire qu'il allait commencer tel jour la construction de cette 3e tranche, je lui ai dit, ce n'est pas question. Et j'en passe, cette affaire est allée très vite devant les tribunaux, avec l'aide de l'État, puisque l'État disait que c'est normal qu'il avait son permis de construire, et ça lui donne un droit, il fallait construire. Et il se trouve que, après 13 ans de débats juridiques, d'échanges de mémoire entre mon conseiller juridique mené par Maître Duhamel et le conseiller juridique de l'usine du Marin, dont le chef de file c'est Jean-Michel de Gentil, bien, le tribunal ici bien, a donné raison à l'usine du Marin. Mais comme nous avions suffisamment d'éléments probants et forts pour faire la démonstration que la décision du tribunal administratif d'ici était fausse, nous sommes allés au tribunal d'appel de Bordeaux, comme a fait
l'usine du Marin parce qu'elle estimait bien qu'on ne lui avait pas donné assez. C'est des Mounvoa, c'est des Agoulou Goufa. Et après 18 ans de procédure judiciaire, eh bien, le tribunal d'appel de Bordeaux nous a donné raison. A donné raison à la ville de Sainte-Anne. Et le juge dit de façon très claire, le maire était dans son droit parce que s'il avait laissé construire à cet endroit-là, eh bien, il endosserait toute la responsabilité en cas de couille, en cas de risque naturel majeur, étant entendu, c'était une zone humide. Et donc, aujourd'hui, le tribunal d'appel de Bordeaux nous a donné raison. Il y a 2 jours, eh bien, je reçois un document de la Cour de cassation parce que le propriétaire de cette zone, en partie, bien, a fait appel et du jugement du tribunal d'appel. Bien, ça démontre très très bien que il faut être fort, solidement, pour mener... Le deuxième exemple avec le béquet, c'est quoi? Vous avez parlé de... Deuxième exemple, c'est les salines. Sur les salines, où pratiquement les terres appartiennent à l'usine du Marin, bien, nous avions, dans le cadre du plan de développement durable et solidaire, qui est un projet de territoire, nous avions programmé avec l'État, qui fait partie du comité de pilotage du projet, un parking qui doit s'étendre sur à peu près 4 hectares. Lorsque la ville de Sainte-Anne a demandé soit de vendre, soit de louer 4 hectares de terre sur cette partie des salines au propriétaire, c'est le même, l'usine du Marin, dont le chef de file est M. Jean-Michel de Gentil, celui-ci a refusé, me disant de façon claire et nette, j'espère que la population comprendra, le jour où son père et son grand-père, qui sont déjà morts, sauront que 1 mètre carré de terre des salines sortira de cet espace-là pour aller à la municipalité de Sainte-Anne, eh bien, ils se retourneront par 3 fois dans leur tombe. Ça m'a été dit. Ça a été dit devant et témoin. Donc, voilà la situation. Et donc, je suis allé un peu plus loin, puisque j'ai compris que je ne pouvais rien faire. Je suis allé en expropriation. J'ai donc pris une délibération d'expropriation. Mais pour renforcer ma délibération d'expropriation, j'ai demandé au Conservatoire du littoral, qui se trouve dans le projet de territoire avec moi, de m'accompagner. Et j'ai même transféré mon droit d'expropriation, parce que ça peut se faire, au Conservatoire du littoral, parce qu'ils ont un pôle juridique beaucoup plus important, et ils ont certainement beaucoup plus de finances que la ville de Sainte-Anne, de marcher de pair avec la ville de Sainte-Anne. Et nous sommes arrivés à exproprier, non pas de l'usine du Marin, non pas de 4 hectares de terre, mais 80 hectares de terre. De 80 hectares de terre. Je pense que c'est très important. Qui vont devenir quoi? Eh bien, c'est terre. On va utiliser une partie pour faire le parking, et puis une autre partie sera utilisée, non pas pour mettre des bâtiments, certainement pas, mais pour faire soit de l'agriculture ou de l'élevage. En tout cas, ce sera une zone naturelle, parce que c'est très important, d'autant plus que toute la zone des salines, c'est une zone qui est protégée par nous. Et d'ailleurs, nous sommes en train de mettre ce qu'on appelle une opération grand site, une opération d'importance internationale, comme vous le savez, et tout près des sites des salines, de ce site-là. Je vous parlais de l'étang des salines. L'étang des salines est devenu, depuis novembre 2008, un site Ramsar, ça veut dire, est reconnu d'importance internationale dans le réseau des zones humides par l'Organisation des Nations Unies. Donc ce sont les 2 expériences que vous avez. Et puis il y a le troisième exemple, c'est l'exemple des buzz. Et je vais vous demander de faire venir ici l'un des buzz pour expliquer mieux que moi ce qui s'est passé. Ce sont des Martiniquais qui ont 130 hectares de terre à l'Ansoir. C'est une partie assez élevée qui surplombe l'Atlantique du côté du Cap Chevalier. Et il se trouve que
depuis près de 40 ans, sinon plus, l'usine du Marin, les mêmes Békés, veulent s'approprier cette terre au prétexte que, à l'époque, ils avaient acheté ces terres des mains du père Beuz, du grand-père de Antoine Beuz, que je connais très bien. Et ça, c'est une aberration, alors que ce n'est pas vrai du tout. Les Beuz n'ont jamais touché d'argent. Et par conséquent, ces terres appartiennent aux Beuz. Et nous avons milité au niveau de la ville de Sainte-Anne pour que ces terres restent aux Beuz. Et aujourd'hui, les Beuz sont sur ces terres. Et il y a une action judiciaire qui se poursuit depuis au moins 40 ans. Voilà. Bien. Donc, M. Malassa, vous nous avez donné 3 exemples là de vos rapports avec les Békés, rapports donc pas faciles. Hein. Le premier, vous l'avez gagné, au bout de 18 ans. Oui. Le second, vous l'avez gagné. Oui, oui. Le troisième, il n'y a aucune raison que vous le perdiez. Que la famille Beuz le perde. N'allons pas perdre ce combat-là. Autrement dit, le pouvoir politique que vous possédez, et les compétences juridiques que vous possédez aujourd'hui, et le droit aujourd'hui, peut faire que vous pouvez peut-être vous approprier les terres dont vous avez besoin pour développer ce pays, sans forcément aller à la révolution comme vous le souhaitez. Est-ce que nous avons les moyens juridiques aujourd'hui et politiques d'arriver à ces fins-là, premièrement? Deuxièmement, est-ce que les terres qui nous restent à nous, Martiniquais, les terres qui ne sont pas béquées, est-ce que si elles sont bien exploitées, si elles sont rationnellement exploitées, peuvent suffire au développement des 400 000 Martiniquais que nous sommes, parce que nous ne sommes pas 7 millions, quoi. Alors, d'abord, les terres qui sont exploitées en Martinique, d'une façon globale, sont très mal exploitées. Il y a beaucoup de terres en friche et de terres agricoles, et qui ont quelquefois d'excellentes valeurs agronomiques, et c'est quand même regrettable. Elles sont mal exploitées parce qu'il n'y a pas de projet global en matière de développement, et en moins en matière de développement agricole. Or, il faut, pour tout pays qui se respecte, pour tout pays qui veut bâtir un avenir, qui veut bâtir un développement solide et durable, il faut de l'agriculture forte. Et c'est possible en Martinique, nous avons tout pour développer une agriculture forte. Ensuite, il faut finir avec cette agriculture d'importation unique qui coule le pays et qui entraîne les agriculteurs dans le sillage des béquets. Parce que ce sont les béquets qui profitent de cette agriculture d'importation fondée sur la banane aujourd'hui, qui était fondée à l'époque sur la canne à sucre, comme tout le monde sait. Donc c'est très dangereux. D'ailleurs, j'ai coutume de dire, de ce fait, que les béquets ont vécu et continuent de vivre sur les Martiniquais comme des sangsues. Et je pèse mes mots, je dis ça, comme des sangsues. Donc, à prendre toute baille, à piger, à aller ailleurs. Donc, il faut finir avec ce type d'agriculture-là. Alors, est-il possible de nourrir les Martiniquais avec seulement des terres? Est-il possible d'exproprier, de récupérer les terres avec les moyens juridiques et politiques que nous avons? Oui. Alors, ce sont des procédures longues, d'une part. Et ce qu'il faut concevoir, c'est que ça reste à la discrétion à la fois du représentant de l'État ici. Donc si le représentant de l'État veut bloquer, il bloque. C'est important. Et ça nécessite un rapport de force très important. Il vaut mieux que ce rapport de force très important, se trouve dans d'autres conditions. Dans des conditions où ce n'est pas le préfet qui va décider de l'expropriation. Où c'est par exemple une collectivité martiniquaise qui va décider de l'expropriation. Aujourd'hui, c'est le préfet qui décide de l'expropriation. Aujourd'hui, c'est le préfet, absolument. C'est-à-dire que vous décidez d'exproprier, c'est le préfet qui accepte ou pas. Et c'est le préfet qui doit prendre l'arrêté d'expropriation. Et tant que le préfet n'a pas pris l'arrêté d'expropriation, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas aller devant le juge. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez exproprier? Est-ce que vous pouvez dire, bon, j'ai besoin, moi, commune de Sainte-Anne, de 10 hectares, là,
pour faire de l'agriculture, peu importe, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on ne peut pas exproprier comme ça facilement? C'est très compliqué et très complexe, l'expropriation. Et même lorsqu'on a un projet d'intérêt public, comme je disais tout à l'heure, eh bien, s'il y a pression sur le préfet, eh bien, celui-ci est bloqué. Et très souvent, on voit que la pression va venir des gros propriétaires et ce préfet ne pourra pas exprimer. Je donne des cas précis. Il existe aujourd'hui, et depuis très longtemps, ce qu'on appelle un décret sur les terres agricoles enfouies. Bon. Et il se trouve que dans les années 80, les agriculteurs qui avaient lancé les occupations de terre, eh bien, étaient persuadés qu'ils allaient obtenir de la terre du fait même qu'ils avaient fait jouir la loi. Or, comment fonctionne la loi? La loi dit qu'à partir du moment où le préfet a lancé la procédure des terres en friche ou des terres insuffisamment cultivées, on va faire l'inventaire. On va donc relever les propriétaires dont les terres sont en friche ou insuffisamment cultivées. Et à ce moment-là, le préfet va sommer aux propriétaires de remettre les terres en culture. Et si 6 mois après, ce n'est pas fait, eh bien, le préfet peut demander à ce que ces terres soient expropriées et reviennent à les agriculteurs. Ça n'a jamais été fait. Tout simplement, les béquets se sont organisés pour replanter très vite. D'ailleurs, des plantations à n'importe pièce, faites n'importe comment, ou bien ils plantaient aux abords et à l'intérieur c'était complètement vide et ils s'en foutaient par la suite. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Aujourd'hui, c'est le Conseil général qui peut lancer cette expropriation des terres en friche. Étant entendu, il y a toujours le vigilant du préfet. C'est pourquoi les choses sont balisées concernant les terres. Donc il faut que nous arrivions à nous transférer dans d'autres conditions. Et moi, je milite pour que demain, il y ait une collectivité unique martiniquaise qui ait des pouvoirs de légiférer, qui ait des pouvoirs, effectivement, en matière de terre, en matière de littoral et de gestion du littoral, de gestion des terres. Je pense que c'est très important. Donc, est-ce que les politiques, quand même, ont fait tout ce qu'il fallait pour récupérer un maximum de terres? Très honnêtement, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, nos politiques, d'une façon générale, ont-ils fait ce qu'il fallait pour récupérer ces terres? En tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour récupérer le maximum et pour surtout empêcher que sur ma commune, eh bien, qu'il y ait une extension de la puissance de la caste béquet. Depuis 20 ans, que je gère la ville de Sainte-Anne, les propriétaires les plus forts en matière de foncier, ce sont les béquets, et puis particulièrement l'usine du Marin, et jamais ils sont arrivés à mettre un mètre carré de béton pendant que je suis là. Parce qu'il y a une volonté politique, non seulement de protéger ces terres, qui sont des terres fondamentalement agricoles, mais aussi d'empêcher l'extension, la propension, le fait que ces gens-là puissent se développer en forme d'empire et de vampires même sur la ville de Sainte-Anne. La deuxième question que je vous ai posée, c'est de savoir si sur les terres qui ne sont pas béquées, il est possible de créer des choses, en tout cas l'agriculture, vous semblez y tenir, qui puissent nous permettre de vivre, nous 400 000 Martiniquais. Oui, ça se fait. Je sais que par exemple, c'est suffisant la terre que nous avons. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons, parce que, bon, certainement nous n'avons pas assez, d'une part, et d'autre part, et je crois qu'il faut dans le même temps des conditions d'irrigation telles qui puissent permettre à ces terres d'avancer. Ce qui veut dire qu'il faut absolument, ce que je disais tout à l'heure, nous mettre dans des conditions de projets agricoles convenables. Et il y a des propriétaires martiniquais qui ont de la terre, qui font travailler ces terres. Je pense à M. Aurore, qui est à Sainte-Anne, qui, sur 60 hectares de terre, bien fait des choses extraordinaires. Et je crois que c'est le meilleur en matière de production de viande bovine en Martinique et en matière effectivement de production de lait. Je pense que c'est important. Il a des...
Il a des étalons extraordinaires. Il y a des veaux très très beaux. Je crois que et son exemple est cité non seulement en Martinique, mais au-delà de la Martinique. Bon, c'est possible. Il y a d'excellents agriculteurs. Et effectivement, il y a des agriculteurs en Martinique qui ont très peu de terre, mais qui travaillent de façon rationnelle sur ces terres et qui produisent soit des cultures vivrières, soit des cultures maraîchères, qui ont de la volonté. Mais c'est encore dispersé. Il faut absolument que nous arrivions à réunir tout ça en projet de société. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, la troisième étape de ce que nous avons vécu le 5 février, où nous devons nous organiser pour nous mettre en force unie pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui vous paraît plus important comme attitude? C'est d'obliger les béquets à donner aux Martiniquais les terres qu'ils sont selon vous, qu'ils ne méritent pas selon vous, qui ne sont pas les leurs, ou bien est-ce que de mettre au travail la terre que nous possédons déjà, c'est-à-dire de l'exploiter de façon cohérente, de telle façon qu'elle puisse nous nourrir. Si vous avez un choix à faire entre ces deux stratégies, vous allez me dire, il faut faire les deux. Bon. Mais si les deux. Oui, je savais que vous alliez voilà, il faut faire les mais deux. Si vous aviez un choix à faire, qu'est-ce que vous feriez comme choix? Non, si j'ai un choix à faire, je dirais, il faut absolument rentrer dans la dynamique de réparation. La dynamique de réparation qui voudrait que l'État français lui-même, eh bien, qui a indemnisé les béquets en 1848, se dise aujourd'hui que ça ne peut plus durer. Alors, on nous parle des états généraux qui vont se faire. On nous parle effectivement de tralala, etc. Alors que nous avons déjà fait des états généraux. Le conseil général, le conseil régional, eh bien, ces deux assemblées se sont déjà réunies pour discuter. Ils ont produit des documents. Ils ont fait la preuve qu'elles peuvent mettre ensemble ces documents pour pouvoir avancer. Donc c'est important, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a des Martiniquais qui ne sont pas des élus, qui se réunissent, qui font des assemblées, qui font des lianages pour travailler. Et ça, c'est très, très important. Mais, est-ce que je dis, il faut rentrer dans la dynamique de réparation. Il faut faire comprendre à l'État français, eh bien, qu'il a vis-à-vis du peuple martiniquais, du peuple guadeloupéen, du peuple, un devoir de réparation. Et c'est au nom de la réparation que l'État français, devra verser aux Martiniquais aujourd'hui une sorte de compensation pour permettre le développement du pays, d'une part. Nous ne pouvons pas demander à rien la charité. Nous avons tout simplement dit comme ça qu'il pillait depuis pendant longtemps, il partit, et puis quitter nous là comme ça. Mais non seulement quitter nous là comme ça, il indemniser ces béquets, ils permettent de développer Koyo, ils permettent une unité, ils permettent que tu aies une usine, et puis tout ça, ils ont développé Koyo, et puis au cas comme ça, qu'ils ont une culture d'entreprise que nous n'avons pas, une culture d'entreprise. Alors, on pense que Roland Laouché, qui a monté dans ces conditions que nous savons, eh bien, une entreprise de télévision n'a pas de culture d'entreprise. Et tu t'es en tenir. Pas du tout. Tu t'es à papa qui t'es là. Pas qui t'es bon. Pas t'es qui t'es bon. De l'autre côté, eh bien, l'unité, à partir de la terre, ils ont pu hypothéquer, ils ont pu se développer, ils ont pu s'enrichir de plus en plus. Et puis on nous parle de culture d'entreprise. Donc, au nom de la réparation, il faut que l'État français comprenne qu'il faut qu'il change de position par les temps qui courent vis-à-vis du peuple martiniquais. Qu'il accepte de verser une indemnité, donc il prend la forme aux Martiniquais, d'autant plus que nous savons qu'aujourd'hui, les collectivités martiniquaises ont à supporter environ 30% de chômage. Alors qu'en France, lorsqu'ils sont à 8%, à 9%, ils commencent à crier. Donc nous sommes des superman en Martinique. Nous faisons vivre le pays. Nous, élus martiniquais, nous avançons malgré tout. Avec 30%, nous arrivons à développer, à faire des Martiniquais intelligents, des Martiniquaises intelligentes, etc., qui peuvent aller partout dans l'université et qui peuvent aller dans tous les pays du monde faire la démonstration qu'ils sont ici intelligents, sinon plus intelligents que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut plus durer. Deuxième chose, il faut que l'État français fasse comprendre aux gros possédants de terres en Martinique, qui sont des béquets, qu'ils ont bénéficié de ces terres pendant un certain nombre de temps,
Mais la discussion doit être ouverte. Vous voyez comment je suis gentil avec eux pour savoir quelles sont les modalités qu'on doit mettre en place pour restituer ces terres aux Martiniquais. Voilà. Vous organisez le week-end prochain un événement assez unique, parce que je crois que c'est la première fois en Martinique qu'on va avoir un référendum d'initiative locale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un référendum d'initiative locale? Où est-ce que vous avez pris cette idée-là? Est-ce que vous la soufflez? Bien sûr, vous l'avez eu vous-même. Oui. Et puis, de quoi il s'agit? Quelle est la question que vous posez? Bien, qu'est-ce que c'est qu'un référendum décisionnel local? Un référendum décisionnel local, c'est un mode de consultation du peuple sur la base d'une question posée à ce peuple. Et la question doit être liée avec ce que vit le peuple, avec le projet ou effectivement le programme qui est mis en place. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le référendum décisionnel local, c'est une démarche qui est légale. C'est une démarche qui est inscrite dans la Constitution française, plus particulièrement depuis 2003. Et par conséquent, nous sommes dans le jeu légal. Que personne ne va venir dire que nous laissons. Ça, c'est faux. Et il se trouve que ce que nous faisons là est exceptionnel, puisque c'est la première fois que ça se fait en Martinique. C'est exceptionnel même en France, puisque les quelques référendums décisionnels locaux, je crois 2 ou 3, qu'il y a eu en France, et ont été lancés sur soit un chemin de fer qu'on voulait faire passer dans une région, soit effectivement on demandait à la population de se prononcer sur les étrangers qui devaient voter ou pas. Mais nous, ce qu'il y a de fondamental et de particulier, c'est que la question est posée à la fois sur un projet de territoire, mais sur un projet de territoire qui s'implique dans une dimension globale, une dimension planétaire, qui est le développement durable et solidaire. Mais la troisième chose, c'est que nous mettons déjà en application le développement durable et solidaire. C'est pourquoi la question est la suivante. Le projet de territoire de la ville de Sainte-Anne s'inscrivant dans la démarche du développement durable et solidaire, est-il vital pour vous, oui ou non? Les trois ensembles de mots sont importants. D'abord, le projet de territoire. Ensuite, le développement durable et solidaire. Ensuite, est-il vital? Vital. Alors, le projet de territoire de la ville de Sainte-Anne, c'est tout simplement une conception d'aménager la ville de Sainte-Anne, la commune de Sainte-Anne, que nous avons mis en place depuis notre arrivée et qui s'est mis en application plus particulièrement depuis 2001. Et donc, il s'agit de voir l'ensemble de la commune, non pas un morceau, un quartier, un enjeu, un petit enjeu, il s'agit de voir le global. C'est un projet de territoire. Et ce projet de territoire, eh bien, il va même dépasser le cadre de la ville de Sainte-Anne. Alors, il s'inscrit dans la démarche du développement durable. C'est une philosophie mondiale aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, le développement qui a été exercé sur l'ensemble de la planète par l'ensemble des gouvernements, d'ailleurs ça se voit aujourd'hui puisque c'est le G20, c'est bien. G20, oui. Le G20 se réunit aujourd'hui. Ils sont à Strasbourg aujourd'hui. Ils sont à Strasbourg aujourd'hui. Bien, ils sont emmerdés parce qu'ils ne savent plus à quelle porte frapper. Mais ils savent bien qu'ils sont comptables de ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont comptables de la décadence planétaire que nous voyons aujourd'hui. Mais tous, ils savent
que la voie du développement durable, c'est cette voie à emprunter. Mais ils en parlent, mais ils n'osent pas la mettre en application. Mais notre force à Sainte-Anne, c'est que nous l'avons mise en application depuis 8 ans. Nous avons parlé d'un agenda 21, nous avons mis en place des actions, et j'ai même porté ici la 3e tranche du développement durable et solidaire de la ville de Sainte-Anne, spéciale 3e tranche, plan de développement durable et solidaire. Sinon, la 3e tranche, c'est qu'il y a eu la première tranche, il y a eu la 2e tranche, et nous allons passer à la 4e tranche bientôt, et ainsi de suite. Alors, comment vous avez organisé ce qui veut dire, cher Roland Larocher, c'est que c'est une décision qui n'est pas prise par X, par Y, que nous ne nous avons pas imposée, c'est une décision qui vient de nous-mêmes. Et tout a été bien fait. À la fois en respectant les règlements, les structures réglementaires, et en respectant la démarche du développement durable dans laquelle on nous dit que la démocratie participative doit être de mise. Alors, nous avons respecté les règlements. Tout nous dit dans la loi, un référendum ne doit pas être fait dans les mois qui précèdent des élections, soit cantonales, des élections générales. Donc ce n'est pas le cas. Nous ne pouvions pas faire ce référendum-là il y a de cela 1 an, par exemple, ou 1 an et demi. Ce n'était pas possible. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, cela se dit parce qu'effectivement, c'est une question qui est posée. Ce n'est pas un programme, c'est une question qui est posée sur un enjeu global, que l'on comprenne très bien. Et la troisième chose, la loi dit, pour que le référendum soit valable, il faut que la délibération doit être prise par la collectivité 2 mois avant la date retenue. Ce qui veut dire que nous avons pris la délibération en fin de mois de janvier, pour que les gens ne comprennent pas que nous sommes dans le sillage du 5 février. Il n'y a pas de cause à effet. C'était bien avant. C'était bien avant. Donc, nous sommes dans la loi. Nous sommes effectivement dans la démarche de démocratie participative parce que ça répond à la démarche de démocratie participative. Nous disons aujourd'hui à la population, puisque nous avons travaillé. Non, mais attendez. Si la population répond non, qu'est-ce que vous faites? Puisque nous avons travaillé pendant 8 ans ensemble, on est aujourd'hui face à face. Donc, un contrat a été signé entre nous. Nous faisons une pause pour voir effectivement comment est ce contrat. La locomotive a été lancée. Vous êtes dans la locomotive. Est-ce que vous êtes bien dans la locomotive là? Ou bien est-ce que vous êtes mal à l'aise dans la locomotive? Non, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que ça vital pour eux? Ou est-ce que ça vital? Attends, ça peut être bien, ça peut être important, oui. Mais au cas où est-ce que ça vital pour eux? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout simplement, est-ce que les noukas mettaient terre agricole, nous qu'à protéger, nous pas qu'à faire rien pour Nicolas de Conadant, pour que génération là qu'il a, il pas malade depuis Claude Décon. Et puis pour assurer que les générations qui viennent avant, il pas malade depuis qu'il a mangé toujours sain. Donc, il dans la durée, donc c'est vital pour eux. Bon, c'est important. Est-ce que si on répond non, si on répond non, ça va faire. C'est ça qui est le problème, non? Alors, ou bien ils répondent oui, ou bien ils répondent non. C'est nous là. Oui. Alors, si on répond oui, ça veut dire qui ça? Ça veut dire comme ça, il y a dit nous comme ça. Continuer, renforcer, accélérer, et nous encore plus force pour nous aller devant, et nous avons encore plus force pour nous aller devant, et nous avons senti que nous plus gonflés. Si on répond non, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, ou bien non, ou bien, et tout développement nous fait Sainte-Anne, je dis jour. Je ne suis pas d'accord sur pièce. Donc, nous permettons, par exemple, anti-McDo, nous permettons une des grandes surfaces, nous permettons tout petit bon hôtel sur le littoral. C'est peut-être ça, ouais. Et nous pouvons continuer. Ou bien encore, ça peut vouloir dire, aménageons les choses de telle sorte qu'effectivement,
eh bien, nous garder, nous n'y trop mangrove, on nous mettait peut-être moins mangrove, on nous remblait, sous mangrove, etc., etc. Il nous appartiendra de voir, d'en discuter, d'échanger encore avec la population pour permettre de mieux comprendre ce que nous faisons et pour que nous puissions comprendre ce qu'elle veut encore davantage ou peut-être autrement. Ça, c'est très important. Mais il n'est pas question de faire en sorte que nous déplacer en élection municipale pour faire notre élection municipale. Ce n'est pas ça du tout. Bien au contraire. Nous disons à la population de Sainte-Anne, cet enjeu est même beaucoup plus important que les élections municipales ou les élections cantonales. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de savoir si nous voulons faire de Sainte-Anne ce pôle d'excellence en matière de développement durable et solidaire, où les gens viennent de plus en plus parce qu'il y a le littoral qui est libéré, où il y a les eaux de baignade qui sont d'excellente qualité, de meilleure qualité que les autres, où il y a cette possibilité de rencontrer des commerçants à qui on va dire de faire en sorte que les prix soient concurrentiels par rapport aux autres, parce que ça c'est possible. Ou des commerçants avec qui on peut discuter, chez qui les commerces sont suffisamment agréables et agrémentés pour développer le lien social. C'est très important. Et est-ce qu'on peut continuer à faire en sorte que, bien, tout le travail qu'on a fait au niveau de protection de mangrove, eh bien, on arrive à poursuivre ce travail, à renforcer ce travail pour que la mangrove, que les gens comprennent que la mangrove est effectivement ce réceptacle de vie. Il s'agit de faire comprendre, il s'agit de faire comprendre qu'il faut absolument que le contrat de baie que nous avons mis en place avec la ville du Marin soit réussi, soit un succès total. Et donc, c'est toute cette démarche-là. Il s'agit de faire comprendre aussi que dans le même temps, eh bien, tout ça nous permet de créer des emplois et des emplois durables. Nous pouvons dire, sans nous flatter, que nous sommes en train de faire la démonstration qu'avec cette démarche-là, nous créons des emplois durables. Bien, les grandes surfaces, mon cher Roland, là aussi, c'est prévu. Hein. Il va créer l'emploi. Hein. Mais GBHT dit nous conseille de créer 240 emplois. Kassou et Génipa. Gardez l'État. Ben là, il est là. Pas si il y a 240 emplois, pas même entrer là. Mais si il y a 240 emplois, ça veut dire effectivement, il doit tenir des gens qui tournent comme ça, quoi. Une 240 encore là, demain, on va 240 d'autres monde, etc., etc. Mais il ne s'agit pas d'emploi durable. Alors qu'effectivement, on a détruit un espace de vie qui était très important pour nous. Donc c'est ça. Il s'agit de faire comprendre aux Martiniquais que nous pouvons faire exister la Martinique autrement et avec une autre manière de faire, une autre manière de comprendre, une manière de fonctionner, une autre manière de vivre. Et c'est ce que les grands chefs d'État aujourd'hui veulent faire, mais ils sont prisonniers de ce qu'ils avaient mis en place eux-mêmes depuis très très longtemps. Ils sont prisonniers des puissances financières qui les dominent, qui les écrasent. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de révolution planétaire et nous sommes obligés. De toutes les façons, j'ai entendu le président de la République française dire qu'il va claquer la porte parce qu'il s'énerve. Il va claquer la porte s'il n'obtient pas de résultats probants. Quels résultats probants il peut obtenir? Moi, je ne vois pas. Et lesquels, hein? Lesquels? On va devoir arrêter parce qu'on a plus d'une heure d'émission, 1h15. Quelle est la participation que vous attendez à ce référendum? Ce n'est pas d'initiative locale, c'est de quoi local? C'est un référendum décisionnel local. Décisionnel local. Moi, j'invite la population. Attendez, dites-moi quel taux de participation vous attendez pour savoir. Il faudrait plus de la moitié. Plus de 50%. Plus de la moitié des inscrits. Je ne suis pas dans le contexte où il faut classiquement un quart des inscrits comme votants. Et à ce moment-là, on y va. Non, mais en fait, si ce référendum dimanche, c'est dimanche, hein? Oui. Bon, s'il y a très peu de gens, ça voudra dire que le dialogue n'est pas terrible à Sainte-Anne. Ça passe pas très bien. Donc, il est important pour vous qu'il y ait un certain nombre de gens. Oui, il faut qu'il y ait. Donc, vous estimez 50% des électeurs inscrits. Des électeurs inscrits. C'est très important pour nous. Et à quel moment le oui sera pour vous
évident. Quoi. Dès lors qu'il y a plus de la moitié des ça vous suffit, votants, plus de la moitié, c'est bon. Vous n'avez pas envie de 80%. Non, je ne suis pas vorace. Je suis respectueux de la démocratie. La démocratie, c'est le fait effectivement que l'on puisse permettre à des oppositions ou à l'opposition d'exister, mais pas des oppositions n'importe comment. Je pense que c'est très important. Je pense que Sainte-Anne a toujours été, en tout cas depuis ma gestion, la terre de la démocratie. Ça a été vu à plusieurs reprises, puisqu'il y a toujours eu de tout, malgré le fait que les béquets sont venus avec leur masse d'argent pour punir le peuple, etc. Le peuple, in fine, m'a toujours fait confiance. Et malgré le fait qu'ils ont toujours laissé comprendre que les mangas est passé, c'est l'indépendance, tout le monde m'a fait toutes ces batailles, le peuple aujourd'hui voit que c'est le contraire. Et donc, je crois que lorsque la population de Sainte-Anne m'a vu dans la rue, et pour lutter avec ceux qui sont dans la souffrance et dans la misère, eh bien, ils connaissent très bien ma position. Lorsqu'elle m'a vu dans la rue pour dire il faut que les bas salaires soient augmentés, il faut que la vie chère soit régulée, que les gens vivent autrement. Je pense que cette population a vu non seulement ma conviction, mais aussi ce que je suis capable de faire. Elle me connaît déjà, mais je pense que c'est très important. Donc, la démocratie s'exprime à Sainte-Anne. C'est une manière de faire exprimer très fortement la démocratie encore à Sainte-Anne sur un sujet aussi brûlant qu'est le projet de territoire, qu'est aussi le développement durable. Et je pense que c'est très important. Et j'appelle la population de Sainte-Anne à se déplacer en masse pour venir voter. Et je demande de s'exprimer effectivement comme il se doit. Et j'aurais souhaité que le oui passe très largement. Voilà ce que je dis. Et, anecdotiquement parlant, il y a des gens hors de Sainte-Anne qui voudraient voter. Mais regardez, je ne peux pas voter Sainte-Anne. Demandez que vous faites des référendums d'autre côté. Ça, tout le monde ne peut pas voter Sainte-Anne. Depuis venir garder, ça va passer. Mais vous ne pouvez pas voter Sainte-Anne si vous l'en avez de voter Sainte-Anne, il ne peut pas voter Sainte-Anne, même si c'est les porter en voix pas moins, l'idée qui a exprimé Sainte-Anne. Voilà. J'ai peut-être demandé qu'elle peut voter non. Hein. Oui, mais on ne peut pas voter. On ne peut pas voter, oui, mais on ne peut pas voter. Pas du tout. Bon. Dites-moi, monsieur le maire, dans les événements que nous venons de vivre là, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Est-ce que c'est le moment où le troupeau de tracteurs venus du Nord a été arrêté à Fort-de-France, ou est-ce que c'est la signature des accords? Le silence a été le moment le plus important pour moi. J'étais content et j'étais fier, très fier d'être martiniquais. Parce que j'ai vu, et de mes yeux vus, puisque j'étais présent, eh bien, le peuple, avec toute sa fierté, toute sa dignité, se lever, uni, pour dire non, de ne pas venir faire bagaille. Vous avez fait trop ça dans l'histoire. Vous avez crasé nous trop, ça ne pas continuer à mépriser nous. Et justement, les intellectuels martiniquais, j'en appelle aux intellectuels martiniquais, ont le devoir de comprendre ce qui s'est passé à partir du 5 février. Ils ont surtout le devoir de se mêler au peuple pour aller beaucoup plus loin et pour faire poursuivre de façon efficace le processus révolutionnaire commencé. Je pense que c'est ça leur devoir aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Chers amis de Canal Martinique Télévision, du canal local et chers auditeurs de FM+ 88.9, merci de votre attention, merci de votre fidélité. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Garcin Malsa. Garcin Malsa est maire de la ville de Sainte-Anne, il est également conseiller général et il organise dans sa ville un référendum décisionnel local dimanche prochain. Il demandera aux Sainte-Annais s'ils sont d'accord avec la politique qu'ils mènent aujourd'hui, notamment au niveau du développement durable. Les Sainte-Annais auront à répondre oui ou non. Au revoir, merci beaucoup et à très bientôt.